Comme en 2023, Carlos Alcaraz s'impose en finale de Wimbledon contre Novak Djokovic. L'Espagnol décroche son 4e titre en majeur à tout juste 21 ans et surtout il réussit dans la même saison le doublé Roland-Garros, Wimbledon et rejoint ainsi la liste des 12 joueurs à l'avoir fait, le 6e chez les messieurs après Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer ainsi que Novak Djokovic. Loin de son meilleur niveau porte d'Auteuil où il devait être à 70% de ses capacités, il avait tendance à tomber un petit peu dans la caricature de lui-même, à vouloir jouer vite, plus fort que ses adversaires. Il a vraiment retrouvé de sa superbe sur le gazon où on a vu que cette surface permettait de sublimer un petit peu son jeu avec cette créativité, vraiment qu'il arrive à faire son slice, ses amortis, ses montées au filet. On sent que cette surface est faite pour l'Espagnol et encore une fois il a fait payer l'addition à Novak Djokovic, son adversaire du jour. Malgré la défaite, selon moi, il s'agit tout de même d'un pari gagnant pour le Serbe qui n'aura pas perdu de points, qui aura défendu ses points, donc il ne va pas dégringoler au classement, d'autant plus qu'il a plus de chance quand même sur le gazon où il a cette marge supplémentaire par rapport au format des Jeux Olympiques en 2 sets gagnants sur terre battue. Dans des conditions extrêmement chaudes, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, on va faire le point sur cette finale également sur le sacre de Barbora Krejcikova contre Jasmine Paolini. C'est parti, jingle. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'après leur match homérique en 2023, on attendait beaucoup de cette finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Et là, la déception a été énorme parce que le choc a fait flop. Carlos Alcaraz s'impose 6-2, 6-2, 7-6 en 2h30 de jeu. Il a totalement dominé Novak Djokovic et le match aurait pu se terminer un petit peu plus tôt. Ça a été compliqué à suivre cette rencontre, franchement. J'ai été totalement refroidi, un peu frustré par le niveau de Novak Djokovic qui a été rappelé à la réalité. C'est vrai qu'il a fait une bonne quinzaine, où il n'a pas vraiment été testé. Il n'a pas affronté le moindre top 10. D'ailleurs, il n'a toujours aucune victoire contre des membres du top 10 en 2024. Et là, c'est le retour à la réalité pour lui, parce qu'il s'est fait opérer le 5 juin du genou. Et on l'a senti un petit peu perdu dans ce match où il n'y avait pas véritablement de fil conducteur dans sa stratégie. Dès le début, on avait l'impression qu'il avait pris comme parti de se dire que le combat physique contre Carlos Alcaraz, il ne le remporterait pas. Donc il a tenté de raccourcir les échanges, de monter énormément au filet. Et il s'est fait passer plus d'une fois. Il manquait des petits pas d'ajustement, il commettait énormément de déchets. Et les 2 premiers sets, c'est à sens unique. Carlos Alcaraz, il ne fait rien d'exceptionnel. Il fait juste un petit peu moins de fautes. Et surtout, il attend que son adversaire craque. Il y a eu quelques points popcorn. Mais on peut pas dire non plus que Carlos Alcaraz était au niveau, par exemple, d'un Rafael Nadal comme à Roland-Garros 2020, où le Serbe prend le même tarif. Ça a été différent, vraiment une impression un petit peu décevante où on se disait mais qu'est-ce que fait Djokovic, pourquoi il monte au filet alors que ça fait 40 fois qu'il se fait trouer. C'était compliqué de le comprendre, mais on voyait que sur ses reprises d'appui, sur ses déplacements, il lui manquait un petit peu un temps d'ajustement, d'autant plus que sur son service, c'était loin d'être impérial et pourtant sur l'ensemble de la rencontre, il a 70% de première balle, mais derrière c'est seulement 66% de points gagnés sur sa première et 40% sur sa seconde balle. Mais on a eu finalement peut-être un petit peu match dans le 3e set où Carlos Alcaraz va breaker à 4 partout, il va mener 5-4, il va se procurer 3 balles de match et Djokovic va toutes les sauver. Donc il va commencer à se montrer plus agressif, plus relâché, à retourner plus long. Il y a ce service volé où Alcaraz s'en veut parce qu'il fait une très bonne première. Derrière, il a juste à claquer facilement la volée. Il y a quelqu'un qui crie dans le public et sa balle là, elle sort totalement. Et Djokovic va débreaker et on se dit pourquoi pas l'emmener dans un 4e set comme il l'a fait avec Yannick Sinner à l'Open d'Australie. Et finalement là on va voir un Djokovic qui va totalement dégoupiller. Ça fait 7-4 pour Carlos Alcaraz, un Serbe qui a été un petit peu décevant dans cette partie, qui a montré ses limites actuelles, je pense, d'un point de vue physique par rapport à cette opération, 26 coups gagnants, 25 fautes directes. Et comme je te le disais, il est monté 53 fois au filet pour seulement 51% de réussite, donc c'est beaucoup trop bas, face à un Carlos Alcaraz qui a quand même fait 6 doubles fautes, que 59% de première balle, donc il passait sa première 6 fois sur 10, mais c'est 84% de réussite quand il a passé 51% sur sa seconde balle. Il a été breaké qu'une fois, et il a breaké 5 fois son adversaire, donc ça chapeau à lui, et surtout il a commis beaucoup moins de déchets, 42 coups gagnants, 24 fautes directes, mais on a eu un Alcaraz qui a été impressionnant de maturité, face à un Djokovic trop juste, qui a eu un niveau en trompe-l'œil, qu'on se le dise par rapport à ses sensations, le fait d'où il revient. Et là, il a été exposé par un joueur beaucoup plus complet. C'est ce qu'on pouvait s'attendre, même si on voyait une victoire de l'Espagnol, quand même un tel scénario, pas de rébellion de la part du Serbe. Et surtout un jeu aussi peu construit, avec beaucoup de phases un petit peu bizarres. C'était étonnant de le voir insister autant sur le filet, de vouloir se débarrasser un petit peu de la balle, de changer de direction alors qu'il n'était pas du tout bien placé. Et on a eu Alcaraz qui n'en demandait pas tant et qui a su en profiter pour une victoire en 3-7. Et Novak Djokovic, il fait de la résistance, mais comment ne pas être impressionné par les performances de Carlos Alcaraz à tout juste 21 ans, qui est le 12e joueur à faire le doublé dans la même saison, Roland-Garros, Wimbledon, le 6e chez les messieurs,
comme je te le disais en introduction, après Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Franchement, chapeau. Quand on sait qu'il faut un certain temps d'adaptation sur ces surfaces, tu passes de la terre battue, où il y a beaucoup plus de rallye, c'est différent, générer beaucoup plus de lift, au gazon, où là, tu as un centre de gravité beaucoup plus bas, des frappes tendues, le slice qui va un peu prendre. Donc là, on est un peu aux antipodes en termes de style de jeu et il faut une période d'adaptation. Donc il y a eu cette déconvenue au Queens contre Jake Draper pour Carlos Alcaraz et ça a été finalement sa seule décompression. Il n'a pas refait le coup comme après l'US Open 2022 ou Wimbledon 2023 où ça a été compliqué pour lui d'enchaîner. Là, dès qu'il a frôlé le gazon, il a su se sublimer et on sait qu'il a toutes les armes pour parce que c'est un joueur extrêmement créatif. On l'avait vu un peu tomber dans la caricature, je trouve, en début de saison, à vouloir jouer plus vite, plus fort que ses adversaires, notamment contre Yannick Sinner, les jouer en cadence, là où il a vraiment une capacité à pouvoir ralentir le rythme, proposer de la variation, une palette complète, peu importe où il se trouve sur le terrain, il est capable de générer de la puissance, d'avoir une transition défense-attaque, sans parler de son slice, ses montées au filet, également les zones qu'il arrive à toucher au service, donc il a une quinzaine compliquée, mais dès qu'il a fallu accélérer, il était présent, il a su vraiment être très réaliste par rapport à ses mauvaises passes, comme ça avait été le cas, notamment contre Frances Tiafoe et Hugo Humbert. C'est son 4e Grand Chelem, il en a pris 2 cette saison, et là, je te parlais de phase de décompression, il n'y en a pas eu, pourquoi ? Je suppose, parce que comme il était qu'à 70% de ses capacités à Roland-Garros, il avait une telle marge pour jouer mieux, que derrière, c'est compliqué d'avoir un peu une descente aux enfers, une traversée du désert, comme ça a été le cas après Wimbledon 2023, et encore une fois, 90% des joueurs aimeraient avoir la traversée du désert de Carlos Alcaraz par rapport aux performances qu'il a su avoir. Mais là, t'as pas de décompression, parce que celle-ci, tu peux l'avoir après un grand sac, mais également quand tu as atteint un pic de forme. Là, Carlos Alcaraz était loin de son pic de forme, ce qui fait qu'il a su maintenir un certain niveau de jeu avec, en plus, cet axe d'amélioration qu'il a pu avoir, d'autant plus sur gazon, où il a refait parler son invincibilité sur le court. Et malgré un début de saison mitigé, il se retrouve quand même seulement à 250 points à la race de Yannick Sinner, donc l'Italien qui est premier, qui est le classement, encore une fois je le rappelle, qui couvre sur l'année en cours. Et pour moi, ça reste quand même un énorme pari gagnant pour Novak Djokovic, parce que après cette opération au genou le 5 juin, il avait plusieurs options de se laisser un petit peu plus de temps pour récupérer, de tout optimiser pour jouer les Jeux Olympiques et d'être à son pic de forme, mais c'est compliqué parce que les Jeux Olympiques c'est en 2-7 gagnants sur terre battue, dans des conditions chaudes, c'est l'été, c'est pas Roland-Garros là où il pleut tous les 4 matins, ce qui fait que Djokovic, il n'a pas la marge qu'il a sur le gazon. On sait qu'il a une science du jeu, ses déplacements sur le gazon, c'est très très costaud, cette dynamique service-retour, et en allant au Wimbledon, il fait finale, donc il défend les points qu'il avait acquis en 2023. Donc certes, il ne va pas ajouter un 25e titre dans sa besace, égaler le record de Roger Federer, mais ça c'est presque anecdotique parce qu'il n'y a pas de baisse au classement. Derrière, il a pu reprendre un peu de rythme pour pourquoi pas aller faire un coup aux Jeux Olympiques où il va viser l'or qui reste son objectif numéro 1. Pour moi, ça s'annonce compliqué, mais à mon avis, s'il avait juste misé sur les JO, il aurait pu perdre sur les 2 tableaux, alors que là, quoi qu'il arrive, il a déjà gagné au moins sur un des 2 tableaux. Barbora Krejcikova décroche son second titre en simple, en majeur après Roland-Garros 2021 parce que oui, la Tchèque est habituée des victoires en Grand Chelem mais plutôt en double, sachant que c'est 7 titres en double et 3 en double mixte. Elle s'impose contre Jasmine Paolini, l'italienne, 6-2, 2-6, 6-4 dans une finale très plaisante, sans doute la meilleure qu'on ait pu avoir cette saison en Grand Chelem chez les dames. Alors bien sûr, il y a eu des hauts et des bas des 2 côtés avec beaucoup de nervosité, mais dans le jeu, c'était assez intéressant parce qu'on a une Barbora Krejcikova vraiment qui a fait mal avec son service, qui n'est pas le service le plus puissant du circuit, mais qui trouve de très belles zones. Et c'est vrai qu'elle a mis en difficulté son adversaire, Jasmine Paolini, notamment dans le premier et 3e set, où ça a été compliqué à la relance. Et Barbora Krejcikova, elle a su enchaîner aussi avec son service puissant, notamment côté coup droit, où elle faisait mal, elle trouvait de belles zones, notamment des zones court croisées. Il sortait Jasmine Paolini du court. Et l'italienne, finalement, il n'y a que dans le second set où elle va ajuster un petit peu sa tactique, notamment en visant plus le côté revers de son adversaire, qui est un petit peu son point faible. Mais après, c'est compliqué pour Jasmine Paolini par rapport à ses armes. Donc certes, elle se déplace bien, elle est capable de monter au filet. Mais après, en termes de puissance, pour aller déloger une Barbora Krejcikova, qui elle, joue un peu au jeu du chat et de la souris, va trouver des zones, va distiller toutes ces zones un petit peu sur le court et va faire déplacer son adversaire. Et à chaque fois, elle va l'excentrer pour ensuite aller attaquer sur le côté ouvert, d'autant plus qu'elle a un avantage au service, ce qui n'est pas le cas de l'italienne qui avait très peu de points gratuits, hormis quand elle servait sur le revers de la Tchèque, ce qui fait qu'à la fin, c'est la Tchèque qui s'impose en 3-7 dans une très belle finale. En plus, c'est dommage pour Jasmine qui se fait breaker dans le 3e set sur une double faute et qui va quand même se procurer 2 balles de débreak dans l'ultime jeu de la rencontre, mais qui ne va pas les faire. Et là, on va voir que ces balles vont très bien être sauvées
par Barbora Krejcikova. Ce qui est assez fou, c'est que cette finale était tout sauf prévisible parce que d'un côté, on avait Barbora Krejcikova qui a gagné certes Roland-Garros 2021 contre Pavlyuchenkova, mais depuis, elle a participé à 12 majeurs, au milieu quart de finale à l'US en 2021, l'Open d'Australie en 2022 et l'Open d'Australie en 2024, et 4 éliminations au premier tour. Paolini, avant 2024, c'est pire encore sur gazon, parce que c'était aucune victoire dans les tableaux principaux, 4 défaites pour 4 matchs disputés hors qualification, donc on disait qu'elle avait très peu de repères sur cette surface, que c'était plus une terrienne. Et ensuite, cette saison, ça va être 8 victoires pour 2 défaites sur gazon, elle a vraiment passé un cap, on l'a senti en 2024, elle a su hausser son niveau de jeu, elle finit l'année quand même 30e en 2023, là elle sera 5e avec une finale à Roland-Garros, une finale à Wim, et elle a été titrée à Dubaï. Et c'est vrai qu'en matière d'âge, on avait 2 joueuses expérimentées en finale avec une Barbora Krejcikova qui, je le rappelle, 28 ans, décroché son 2e sacre en Grand Chelem, ce qui fait qu'elle en a autant qu'une Simona Halep, Muguruza, Azarenka, Kvitova et Sabalenka également. C'est la 12e joueuse à gagner dans sa carrière de l'ère Open, à la fois Roland-Garros et Wimbledon. Franchement, chapeau à elle, encore une fois. Transition compliquée de surface totalement différente. Et elle a eu un sacré parcours parce que son premier match contre Kudermetova, elle aurait très bien pu perdre. Et ensuite, elle a sorti du Collins, Ostapenko, Rybakina, la Kazakhstanaise qui avait tout pour briller à Wimbledon, d'autant plus qu'elle s'était imposée il y a 2 ans, que le tableau avait été décimé. Et non, elle s'est faite surprendre par le jeu un petit peu imprévisible de la Tchèque pour appuyer sur sa méforme avant Wimbledon. Depuis son sacre à Dubaï en 2023, c'était 14 matchs contre des top 20 pour seulement 3 victoires. On a vraiment un grand chelem qui réussit aux Tchèques. On a eu Navratilova, Novotná, Kvitova, Vondrousova l'an dernier et maintenant nous avons Barbora Krejcikova. Paolini, quant à elle, malheureusement c'est la 8e joueuse à se hisser coup sur coup à la finale de Roland-Garros et de Wimbledon et à perdre les 2 finales. Il fallait remonter à Venus Williams en 2002, mais c'est quand même la première joueuse italienne à disputer une finale à Wimbledon, donc rien que pour ça, chapeau. Et franchement, elle a su enchaîner, transition pas évidente, d'autant plus quand on voit son jeu, elle a eu un véritable déclic cette saison 2024, et dû à quelques détails sur l'attitude où elle s'encourage beaucoup plus, elle a une démarche plus positive, son langage corporel, qui également montre de meilleures choses. Après, au niveau de son jeu, elle se déplace bien, elle est complète, elle monte au filet, elle a ce déficit de puissance au service, mais franchement, elle fait très très mal, et elle bataille, on l'a vu contre Vekic en demi-finale. Franchement, elle fait extrêmement plaisir cette joueuse, pour l'avoir vue jouer à Roland-Garros, elle est très solaire et on ne peut que l'apprécier. Et toi, si tu apprécies notre contenu, sache que nous, c'est Games Time Talk, on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos Match sur le bouton pour t'abonner. Et en plus de ça, on a lancé une campagne de financement participative pour soutenir la seconde année d'alternance de Joris au sein de notre média. La première année, on a le droit à des aides de l'État, ce qui n'est pas le cas sur la seconde année où là c'est totalement à nos frais. Et comme tu le sais, générer des fonds sur YouTube c'est extrêmement compliqué pour pérenniser un projet. C'est pourquoi on a besoin de toi si tu apprécies notre contenu, celui de Joris où il t'a fait banger sur banger. C'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs au niveau des statistiques de la chaîne, donc ça fait extrêmement plaisir. Également au niveau des retours que nous avons sous les commentaires. Comment ça se passe? Donc on a lancé un Tipeee avec plusieurs offres, une à 2 € par mois, une à 5 € par mois. Et dans celle-là à 5 € par mois, tu as le droit à 2 vidéos exclusives rien que pour toi. Chaque mois, c'est un coup de droit gagnant-gagnant. Et bien évidemment, chacun est libre de donner à la hauteur de ses moyens. Un grand merci à toi si tu soutiens notre projet et apportes cette pierre à l'édifice. Si on doit dresser un bilan de ce Wimbledon édition 2024, c'est vrai que ce qui me vient en tête, c'est que ce tournoi n'a pas eu la hype qu'il méritait parce qu'il y a une Tour de France, l'Euro, les élections également. Ce qui fait que Wimbledon arrivait en second, en 3e plan. Et pourtant, on a eu du très bon tennis avec un record de 5-7 disputés. D'ailleurs, le second qui arrive dans ce classement, c'est l'Open d'Australie 2024. Donc, on a quand même de bons majeurs cette saison. Là, on a eu de sacrés matchs, de très bon niveau de jeu, avec des batailles accrochées. Ça a fait plaisir. Après, il y a eu des scénarios plus faciles que d'autres. Mais franchement, c'était un très bon grand chelem. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu devais lui mettre une note sur 10. Mais je pense qu'on est sur un bon 8 sur 10. Même si, contrairement à Roland-Garros, là, on a eu un tournoi féminin où les favorites n'ont pas su tenir leur rang, que ce soit du Swiatek, du Coco Gauff, même Rybakina en demi-finale, qui contre-performe avec le forfait de Sabalenka, ça a été beaucoup plus compliqué, à l'inverse un petit peu de ce qu'on a pu voir chez les messieurs, même s'il y a eu quelques belles surprises. Et ce tournoi, il a pu appuyer un petit peu sur les axes d'amélioration de Yannick Sinner, notamment d'un point de vue physique, où il s'incline en 5-7 contre Daniil Medvedev en quart de finale. Et quand ça va au 5e set, c'est 6 victoires pour 9 défaites pour l'Italien. On l'a vu d'ailleurs trémucher à Roland-Garros contre Carlos Alcaraz, et il remet ça contre Daniil Medvedev, donc c'est extrêmement solide, extrêmement propre, mais peut-être pour aller chercher un petit peu plus de majeurs, corriger
un petit peu le tir. Il est encore en phase de construction, de progression. Il a décroché son premier sacre à l'Open d'Australie. Mais je pense qu'il a cette marge de manœuvre supplémentaire. Là où Carlos Alcaraz maîtrise parfaitement ce format, là, Yannick Sinner, il est un petit peu en retard. Daniil Medvedev, qui a été la belle surprise, demi-finaliste, il a défendu son rang par rapport à ce qu'il avait montré en 2023 avec une victoire extrêmement convaincante contre Yannick Sinner. Il a fait un très bon premier set contre Carlos Alcaraz. On l'avait presque oublié, le Russe, mais c'est vraiment un fin tacticien. Il a su adopter cette tactique contre l'Italien en se rapprochant de sa ligne pour fermer justement un petit peu les angles, faisant des retours beaucoup plus profonds. Également côté coup de draw, il a vraiment donné le change en essayant de limiter la casse. On sait que c'est son point faible contre Yannick Sinner. Il a vraiment su exploiter un peu le coup droit erratique de son adversaire. On l'a vu monter au filet, que ce soit contre Alcaraz, contre Yannick Sinner. Donc vraiment, il a essayé de prendre les devants. Contre Sinner, c'est passé, même s'il y a eu des fluctuations dans son jeu, c'est compliqué de maintenir un tel niveau d'agressivité. Mais contre Alcaraz, là par contre, ça n'est pas passé. Il a su le tenir sur un set. Derrière, ça a été beaucoup plus compliqué par rapport à la palette, la variation de l'espagnol. Et on a un joueur espagnol qui anime le présent, qui animera le futur, qui a su enchaîner après Roland Garros, un Novak Djokovic qui a animé le passé et qui continue d'animer le présent. Donc ça fait extrêmement plaisir avec les deux qui se sont retrouvés en finale, comme en 2023. On a eu malheureusement des hécatombes physiques avec ce glaçon glissant où c'est compliqué de bouger dessus. Certains se sont fait les genoux, Hurkacz, Dimitrov, De Minaur, Zverev, et d'autres qui ont plus des hécatombes, on va dire, mentales, pas sur le point de vue physique, comme un Andrei Rublev qui s'est fait sortir d'entrée par Komesania. Mon pauvre finaliste, franchement, il m'a fait ça. Le Russe, c'était vraiment pas un pari lucide, osé, mais pas lucide. Et au final, il a contre-performé comme depuis quelques temps. C'est compliqué, il y a eu cette lumière à Madrid, mais derrière, c'est extrêmement sombre pour le Russe. Donc on espère qu'il va réussir à s'en remettre, qu'il va savoir couper, d'autant plus qu'il ne participera pas aux Jeux Olympiques. On peut dire une mention honorable à un Taylor Fritz, un Musetti, même si l'Américain s'arrête encore une fois en quart de finale, mais Musetti avec sa variation, il a su montrer qu'il était performant sur gazon. Beau bilan également des Français avec Arthur Fils en 8e de finale, où on l'a senti enfin se libérer par rapport à toutes les attentes qu'il avait sur lui, notamment sur terre battue, où il a su jouer son meilleur tennis. Sur gazon, Mpetshi Pericard, le lucky loser, qui a su également en profiter. Un Hugo Humbert qui a donné le change contre Carlos Alcaraz en 8e de finale. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. On sent que les Français sont beaucoup plus à l'aise sur des surfaces rapides comme celle-ci. Et j'ai envie de te poser le point suivant. Est-ce qu'on peut parler de vraie uniformisation des surfaces? Donc bien évidemment, il y a un ralentissement par rapport à ce qu'on a connu avant. Mais quand on voit les profils qui se distinguent sur gazon, c'est quand même des profils qui ne se distinguent pas forcément sur terre battue. On a revu par exemple un Bautista Agut qui est au chou complet depuis des années, là, qui est trop vieux, mais dès qu'il foule le gazon, ça reste un joueur extrêmement menaçant par rapport à la demi-finale qu'il a fait il y a quelques années. Pareil, sur des gros serveurs, où certes, avant ça devait aller extrêmement vite, là on est peut-être un cran en dessous, voire 2 crans en dessous, mais de là à dire que c'est pareil que de la terre battue, je pense que il y a un monde entre les deux. Et quand on voit les spécificités par rapport à Musetti avec sa variation, toute sa panoplie qu'il arrive à mettre en place sur un gazon, on est vraiment en droit de se poser cette question. Pour finir, j'ai envie de te remercier toi parce que durant Wimbledon, même s'il y a eu un peu moins de hype, on a quand même passé les 16 000 abonnés. C'est complètement faux les chiffres qu'on fait depuis Roland Garros. En début d'année, on était à 10 500. Là, on est à 16 000 à mi-année. Donc ça, c'est grâce à toi qui apprécie de plus en plus notre contenu. On adore échanger avec toi. Merci de soutenir la chaîne, de la suivre. Mais tout ça, c'est également grâce à l'équipe Joris qui fait son alternance ici. On a bossé à fond les concepts pour qu'ils puissent te parler à toi, les histoires d'eux, également lancer des débats, c'est ça ce qui nous plaît. Et on sent vraiment l'effervescence qu'il y a dans les commentaires, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Et ça serait d'autant plus dommage que son alternance s'arrête. Donc c'est pour ça qu'on compte sur toi avec le Tipeee. Je te mets bien sûr tous les liens en description et en commentaire. Et aussi merci à Rob qui anime les lives comme jamais, qui également est présent sur les réseaux sociaux, sur X, sur Instagram, qui nous fait des dingueries chaque jour, qui couvre le tennis comme personne. Donc merci à Josh, merci à Rob pour le travail que vous effectuez de façon quotidienne sur la chaîne. La suite, bien évidemment, ça va être les Jeux Olympiques avec cette semaine le retour de Rafael Nadal à Bastad en Suède. Et franchement, la promesse est énorme. L'Espagnol, pour une fois, a fait un bon choix de ne pas aller sur gazon, de vraiment continuer à s'entraîner sur terre battue. Donc j'espère que son niveau sera à la hauteur de nos attentes, que ça soit à Bastad où il va jouer en simple et en double aux côtés de Casper Ruud, mais également aux Jeux Olympiques où il a vraiment un coup à jouer. À Roland Garros, on va se régaler franchement. Et pourtant, on peut avoir l'impression que le tennis est en déclin. C'est d'ailleurs le sujet de l'une de nos dernières vidéos. Je te laisse en compagnie de Josh pour discuter de tout ça.